Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence pour cette rencontre dans le cadre des rencontres de Cité Philo autour du livre Triste grossesse, l'affaire des époux Bach. Et je vais laisser la parole à Daniel Wollmann, Agnès Wieworka et remercier Catherine Lacour-Astol qui va modérer cette rencontre. Catherine Lacour-Astol est docteure en droit, inspectrice pédagogique régionale pour l'histoire dans l'Académie de Lille. Elle a notamment publié Le genre de la résistance féminine dans le nord de la France aux presses de Sciences Po. Et vous la retrouverez d'ailleurs demain dans une autre rencontre autour de l'historienne Manon Pignot, rencontre qui a lieu à 17h, donc que je vous recommande. Mais pour le moment, nous allons parler d'une histoire très importante et malheureusement encore trop méconnue. Je te donne la parole, Catherine. Je pense que ce micro sera plus efficace. Donc je vais tester, ça marche ? Oui. Bon. Donc on est ensemble pour évoquer un livre, Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, paru au Seuil et coécrit donc par Daniel Wollmann et Agnès Wieworka dans l'ordre. Un ouvrage qui semble évoquer une époque révolue, en tout cas de prime abord, et qui pour autant est d'une actualité brûlante, puisqu'il pose la question du contrôle des naissances, plus généralement celui de la place faite aux femmes dans la société, et donc plus généralement encore la question des combats, ici les combats pour les droits des femmes, comment avancent-ils ou pas. Un ouvrage donc, et c'est l'une de ses forces, qui rend sensible le passage du temps. L'expression n'est pas de moi. Elle a été utilisée dans un joli article du Monde des Livres par André Loé. Mais de fait, je la reprends parce que c'est effectivement une des forces de cet ouvrage que de rendre sensible ce passage du temps. Et pour insister sur cette idée, je voudrais vous lire un bref extrait d'un texte qui, de prime abord, ne semble pas avoir grand-chose à voir avec notre affaire, puisqu'il date du début du siècle. C'est un ami de Marx qui s'appelle Paul Robin qui s'exprime dans un journal et qui écrit, donc on est au début du XXe siècle, pardon de n'avoir pas tenu compte de l'effet de génération, donc voilà, et il écrit « Les femmes du peuple ». Écrasées par les grossesses non désirées, par les besognes de l'élevage et du ménage, par la mortalité de leurs enfants, n'ont ni temps ni cerveau à consacrer aux spéculations philosophiques, aux considérations de physiologie, de sociologie. Et ce qu'elles demandent, c'est de ne pas avoir encore un enfant qui ajoutera à leur misère et en souffrira lui-même. Avoir encore un enfant qui ajoutera à leur misère et en souffrira lui-même, la phrase fait évidemment écho à l'affaire qui nous occupe ici, celle de la mort d'un enfant, le 4e enfant d'un très jeune couple, alors que la mère elle-même est enceinte et qu'elle a 23 ans. Drame familial qui se produit donc quelques 50 ans après le texte que je viens de lire. En choisissant d'écrire cette histoire, vous relevez donc un double défi, celui d'écrire l'histoire d'un fait divers, de gens sans importance, donc pour lequel les sources ne sont pas forcément éminemment évidentes à trouver. Et puis, deuxième défi, celui d'analyser un moment absolument fondateur dans l'histoire des femmes et du genre, mais un moment fondateur qui, jusqu'à présent, représente une espèce d'angle mort de l'historiographie et qui n'a pas été spécialement visité par les historiennes des femmes et du genre. Alors, Agnès Wieworka, Daniel Wollmann, vous êtes connus éminemment, mais pour des travaux qui ne sont pas forcément d'abord ceux liés à l'histoire des femmes et du genre. Je ne vais pas tenter de lire une bibliographie, parce que ce serait beaucoup trop long, mais évidemment, Agnès Wieworka est éminemment connue pour les travaux relatifs au génocide des Juifs et à leur mémoire. Daniel Wollmann pour des travaux autour de l'architecture urbaine, de l'évolution du paysage urbain. Alors, une fois que j'ai dit ça, je mens un peu dans la sélection que je fais parce que ça serait faux que de laisser entendre que les deux historiennes qui sont à nos côtés arrivent en histoire des femmes et du genre dans une contrée qui leur serait étrangère. De manière très modeste, le journal d'enquête qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage
rappelle que Danielle Waldman n'était pas totalement étrangère à ce type de travaux, pour le moins. Je voudrais juste rappeler un ouvrage qui est maintenant connu sous le titre « Sexe, genre et guerre », et qui initialement est paru sous le titre, alors qu'un ouvrage coécrit par Danielle Waldman avec Fabrice Virgili, Luc Capdevillard, François Rouquet. Et initialement, c'est Hommes et femmes dans la France en guerre 14-45, qui est un ouvrage qui a vraiment fait date. Et puis, on pense évidemment aussi, et vous avez surtout, vous, pensez évidemment aussi à La Garçonne et l'Assassin, sur lequel je ne m'appesantis pas, parce que peut-être sera-t-il évoqué dans vos propos. Et vous, Annette Wieworka, vous vous êtes intéressée à ces questions par le biais de l'intérêt que vous avez porté à un couple qui est assez bien connu des gens du Nord, en tout cas j'espère, le couple que forment Maurice et Jeannette, donc le couple Thorez-Vermersch, auquel vous avez consacré une biographie remarquée. Pour finir cette présentation, en tout cas, il me semble essentiel de revenir à la genèse de l'ouvrage. Et je me permets de lire un tout petit extrait qui débute le journal d'enquête, en faisant des coupes qui plus est, parce qu'il me semble que ce tout début du journal d'enquête dit, pour beaucoup, avec l'air de ne pas y toucher, à quel point l'ouvrage est essentiel. Lors d'une conversation amicale que nous eûmes à l'automne 2015, Annette Wieworka s'étonnait que nul n'ait jamais raconté, à partir de leur dossier judiciaire, l'histoire des époux Bach. Elle avait constaté que tous les ouvrages portant sur l'histoire de la contraception et de l'avortement citaient sommairement et en se recopiant les uns les autres le procès des époux Bach. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? En arrière-plan de notre curiosité, il y avait le sentiment partagé que justice n'avait pas été pleinement rendue aux femmes qui s'étaient précocement battues pour l'accès à la contraception, que le procès Bach n'était pas moins important que celui de Bobigny et qu'il serait bon de braquer les projecteurs sur la contraception et non sur le seul avortement. Je m'arrête là pour dire donc qu'on a un ouvrage qui, très clairement, relève de la curiosité, de l'aptitude à relever une étrangeté, l'étrangeté de cette affaire et l'étrangeté de ce qui n'a pas été étudié auparavant. On a par ailleurs un parti pris, et un parti pris de reconnaître, au premier sens du terme, de rendre justice à des actrices qui sont, pour une large part, pas forcément méconnues, mais en tout cas insuffisamment citées. Et puis on a enfin une volonté de centration sur un moment. Le sous-titre le rappelle, l'affaire des époux Bach, 53-56, un moment dont on connaît la postérité, mais on va s'attacher ici à ce moment spécifique pour précisément travailler à une chronologie un petit peu revisitée de cette histoire essentielle du combat pour le contrôle des naissances et du combat des femmes pour avoir la maîtrise de la fécondité. Alors, première question, sans surprise, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que cette affaire des époux Bach ? Qui sont-ils, ces deux membres du couple ? Et que leur est-il arrivé ? Donc, ce couple, tu m'arrêtes et tu complètes si j'oublie quelque chose. Hein. Donc, ce couple, c'est Claude et Ginette Bach. Ils sont d'une banlieue qui jouxte Paris, qui est Saint-Ouen, ou du 18e arrondissement. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans les tragédies grecques, une sorte d'unité de lieu dans notre histoire. On a d'ailleurs fait un petit plan qui montrait un peu comment toute la famille se promenait entre la partie de Saint-Ouen qui jouxte Paris et la partie du 18e arrondissement qui jouxte Saint-Ouen. Lui est ouvrier qualifié, il gagne convenablement sa vie. On pense qu'ils se sont rencontrés au bal, du moins on l'imagine, parce qu'on n'en sait rien. Et ils se marient. Elle est enceinte déjà, ce qui arrive fréquemment dans les couples, pas seulement d'ouvriers. Donc elle est enceinte de son premier enfant, qui est un garçon. L'année suivante naît un deuxième, on pourrait même dire un second garçon. Pratiquement l'année d'après, une fille. Et alors qu'elle n'a pas 23 ans, elle est enceinte d'une quatrième enfant. Et pour aller vite, on peut revenir sur tous les
tous les éléments. Cette quatrième enfant, elle s'en occupe à peu près jusqu'au moment où elle est enceinte d'un cinquième. Et à partir de ce moment-là, elle ne nourrit plus le bébé, la petite fille qui s'appelle Danielle. Elle ne lui fait plus les soins de propreté. Et la petite fille, à l'âge de 8 mois, meurt. Et Catherine, vous avez dit que la vie des gens sans importance était très difficile à reconstituer. Elle n'est pas impossible. On a notre collègue Corbin qui a écrit la vie de Pinago, mais elle est très difficile à reconstituer. Là, la possibilité de la reconstituer, c'est parce qu'il y a ce drame. Ils sont tous les deux mis en prison. Il y a un premier procès, non pas comme on dit le procès dans l'ensemble des livres, mais il y a 2 procès. Lors de ce premier procès, ils sont tous les deux condamnés à 7 ans de prison. Le procès est cassé, le jugement, pardon, est cassé pour vice de forme, et il y a donc un second procès où la peine est ramenée à 2 ans, et comme ils ont déjà accompli ces 2 années de prison, ils sortent libres. Voilà, en gros, l'histoire qu'on raconte. On va laisser de côté peut-être ce qui touche à la contraception pour le moment. Oui, parce que c'est en fait le deuxième temps de l'histoire. C'est le deuxième temps de l'histoire. Où cette histoire devient un fait de société et dépasse le drame familial. Alors, puisqu'on a évoqué les sources, justement, vous livrez à l'exercice classique, mais sans le faire de manière classique, des remerciements et dans ce journal d'enquête de qui a aidé à trouver telle ou telle source. Et vous mettez en évidence des difficultés et en même temps des remerciements. Voilà, j'ai peut-être rajouté juste un petit quelque chose. C'est quand on discute toutes les deux et que je m'étonne, puisque j'ai lu tout ce qui avait été écrit quand j'écrivais Maurice et Jeannette, si je m'étonne auprès de Daniel, c'est pour une raison très précise, qui est que, avec Fabrice Virgili, collègue et néanmoins ami, ils ont écrit tous les deux La garçonne et l'assassin. Et je lui ai laissé expliquer un peu La garçonne et l'assassin et pourquoi. Alors, je vous dis en 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette histoire de La garçonne et l'assassin? C'est l'histoire d'un déserteur de la guerre de 14, donc ça n'a l'air d'avoir rien à voir avec les époux Bach. Et en effet, ça n'a pas grand-chose à voir, sauf les sources. Donc un déserteur de la guerre de 14 qui, pour échapper aux poursuites, se travestit en femme. Et il vit travesti en femme avec son épouse, donc il forme un couple de garçons ça se passe, il déserte en 1915 et l'amnistie totale est 1925, donc il vit pendant 10 ans en femme, en couple de garçons avec son épouse. Mais une fois que l'amnistie est prononcée, il reprend ses habits d'homme et là, il ne sait plus qui il est. Et il boit, il devient alcoolique, très alcoolique, il devient violent, il bat sa femme, et finalement, je vous résume parce que ce n'est pas notre problème, il est tué par sa femme d'un coup de revolver. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que donc il y a un procès, puisqu'elle a assassiné son mari, et le procès a laissé des traces, c'est-à-dire qu'il y a tout le dossier d'instruction. Donc, on a pu reconstituer cette histoire de la garçonne et l'assassin, en particulier grâce au dossier d'instruction. Pas seulement, on a eu d'autres sources, mais ce n'est pas la question. Mais en tout cas, l'idée d'Annette, c'est tu as l'habitude d'étudier des dossiers d'instruction, on trouve le dossier d'instruction de l'affaire Bach, et on fait notre histoire. Hop, c'est fait. Mais le dossier d'instruction, on a eu beaucoup de mal à le trouver. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les dossiers d'instruction, ce sont des documents publics, administratifs et accessibles à tous les citoyens en général, et en tout cas accessibles aux historiens s'ils en font la demande. Or, ce dossier qu'on a demandé, évidemment, tout de suite, et qui se trouvait
aux archives des Yvelines parce que c'est de là que relevait le tribunal de Versailles où a eu lieu le second procès. Ils nous disent oui, il y a un dossier parce qu'il y a une cote, mais le dossier on ne le trouve pas. Comment on peut perdre un dossier aux archives? Il n'avait pas été sorti, c'était assez compliqué. Et finalement, au bout d'un an, plus d'un an, on a été très fâchés. On a écrit à toutes les instances de tous les niveaux en disant comment est-ce possible de perdre un dossier qui pour nous est très important. Et on n'a jamais su comment, mais ils ont retrouvé le dossier. Alors, ils ne nous ont pas raconté. Ils ont juste dit que c'était un peu compliqué, mais on n'a pas su les détails. Et c'est à partir de ce dossier qu'on a pu résumer l'histoire. Faire l'histoire. Mais, je continue sur les sources. Mais pendant un an, on ne s'est pas croisé les bras, parce qu'on voulait bien quand même la faire, cette histoire. Donc, ça nous a permis, ça a été d'une certaine façon une chance, on peut dire une chance, ça nous a permis d'essayer de trouver d'autres sources, puisqu'on n'a pas ce dossier qui est essentiel. Sans lui, on ne peut pas faire l'histoire. Comment on va faire pour contourner la chose? Donc, on a cherché dans les archives municipales de Saint-Ouen, où on n'a pas trouvé. À chaque fois, on trouvait une petite chose, pas grand-chose. Mais à force de petites choses, on a fini par avoir suffisamment de documents pour retracer cette histoire. Tu veux rajouter ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose sur la question de la perte. Je voudrais rajouter deux choses. La première, c'est une idée qui me vient là. C'est qu'en fait, vous avez trouvé par hasard l'histoire de la garçonne et l'assassin, vous ne la cherchiez pas. Voilà. Et nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on savait qu'il y avait une histoire. On était quand même étonnés que tous les livres sur la contraception le citent avec beaucoup d'approximations. C'est parfois un homicide, parfois un infanticide. Il y a toujours un procès alors qu'il y en a deux. On parle d'une grande campagne de presse pour le second procès, alors qu'il n'y a pas de campagne de presse, mais que la campagne de presse est légèrement postérieure. Donc maintenant, on sait qu'il y avait des approximations. Mais c'est ça qu'on cherchait. Mais c'est vrai que cette année, on s'est beaucoup bougé pour essayer de contourner ce dossier. Et notamment, on a retrouvé l'avocate. L'avocate, c'était une avocate commise d'office, bien évidemment, pour ce genre d'affaires où vous avez deux personnes sans importance, même si le procès est un procès en assises. Et elle avait l'âge des inculpés. Elle avait 23, 24 ans. Et elle venait d'être avocate. Elle avait gagné le concours de secrétaire de la conférence, qui sont pour les meilleurs jeunes avocats. Et on l'a donc rencontrée. C'est une dame âgée, 90 ans à peu près, absolument charmante. Et quand on lui a dit on ne trouve pas le dossier, catholique, elle nous dit oh là là, vous ne le trouvez pas, Versailles, c'est un peu réactionnaire comme endroit, peut-être qu'on l'a fait disparaître. Et ça nous a mis une sorte de petite graine complotiste dans la tête, et on s'est dit bah oui, c'est un dossier, ils l'ont caché, ils l'ont pilonné, on sait qu'il existe aux archives un peu l'équivalent de l'enfer pour les bibliothèques. Donc on s'est dit, il est dans la série bébé, je sais pas quoi. Donc on s'est beaucoup bougé pour essayer de retrouver ce dossier, persuadé qu'on nous le cachait. Or, on nous cachait rien du tout. C'est une sorte de gabegie qui peut exister dans les bibliothèques. On m'a dit qu'à la Bibliothèque nationale, il y avait une personne qui était en charge simplement de retrouver ce qu'on avait égaré, les livres égarés. Donc c'était simplement que le dossier avait été mal rangé et il a donc réapparu, mais entre-temps, on avait quand même pas mal travaillé et un peu avancé. On peut le dire tout de suite aussi que si on n'avait pas eu ce dossier, il ne pouvait pas y avoir de livre. Ça, c'est
certitudes, on les pensait, mais quand on a vu le dossier, on s'est vraiment dit que ça n'aurait pas été possible. Même si le dossier vous renseigne, si j'ai bien compris, davantage sur le second procès que sur le premier, non Non, pas tout à fait. Au contraire même. Parce que, en fait, quand un jugement est cassé, il y a donc un deuxième procès, Oui. donc une deuxième instruction, mais la deuxième instruction reprend toute la première. D'accord. Et finalement, il y a plus de renseignements sur la première instruction que sur la deuxième. D'accord. On a trouvé que la deuxième était un peu... on est resté un peu sur notre faim. Mais je pense qu'il faudrait l'avis de juristes qui connaissent assez bien. Je pense que tous les éléments avaient été donnés dans la première instruction. Donc la deuxième a été relativement rapide, je pense. Oui. Hein. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que vous avez, donc non seulement vous avez fait preuve d'opiniâtreté, ça c'est très clair, mais vous avez ouvert le spectre des sources possibles, au-delà de l'archive judiciaire, les archives du monde pénitentiaire, ce qui n'était pas forcément évident non plus, puisque vous racontez quand même un certain nombre de démêlés, de difficultés à avoir effectivement les registres d'écrou. Enfin, vous n'avez manifestement pas non plus le trace réellement du parcours carcéral de Claude, alors que vous avez trace de celui de Ginette. Vous avez aussi utilisé d'autres sources qui vous permettaient de reconstituer l'univers dans lequel ont évolué Ginette et Claude Bach avant que ce drame ne se déroule. Et donc, c'est la convergence de toutes ces sources qui vous permet de dresser non seulement le portrait de leur itinéraire en amont, mais ensuite leur itinéraire, une fois condamnés. Quelques mots sur la question de leur parcours carcéral. On n'a pas décoléré. Et maintenant, la colère est un peu tombée, mais elle pourrait revenir sur la façon dont ont été traités les dossiers de prison, des grandes prisons parisiennes, Fresnes, où ils ont été tous les deux, la Roquette et Fresnes. Les dossiers ont été pilonnés et n'ont été... il y a trop d'archives, donc on ne peut pas traiter toutes. Les archivistes ne peuvent pas tout conserver. Donc, les archivistes pilonnent. Et pour pilonner, il faut un principe de pilonnage. Et là, en ce qui concerne les grandes prisons parisiennes, la décision a été prise de pilonner et de ne garder que les années en zéro. 1900, 1910, 1920, 1930, à l'exception des périodes très particulières, celle de l'occupation, donc les prisonniers, les résistants en prison, et la période de la guerre d'Algérie, où Fresnes surtout a accueilli beaucoup de prisonniers du FLN. Mais, et c'est là que j'étais très en colère, enfin nous étions très en colère, c'est qu'ils ont mis à égalité hommes et femmes. Et sans féminisme outrancier, comme aurait dit non, c'est Evelyne Souloro qui dit « je ne suis pas outrancièrement féministe », il y a une population sur 100 prisonniers, il y a 5 femmes. Les femmes sont en gros, à peu près, ça dépend des périodes, mais aux environs de 5%. Donc on se dit ils auraient pu garder tous les dossiers de femmes. Et on aurait eu le dossier de Ginette. Mais on a quand même eu le dossier de Ginette, malgré tout. Parce que on vous a dit qu'elle était enceinte d'un 5e enfant. Et la petite Claudine naît à l'hôpital de Fresnes, déclarée à Fresnes, pendant qu'elle est emprisonnée. Et la législation sur les prisons de l'après-guerre dit que les prisonnières gardent, c'est d'ailleurs toujours le cas, gardent leur bébé jusqu'à 18 mois. Et à 18 mois, on retire le bébé. Et pour un historien, ça en est parfois un peu cynique et cruel, le fait qu'on ait retiré la petite Claudine quand elle avait 18 mois, ça a été une grande chance.
parce qu'on a transféré Ginette à la prison d'Aguenau, près de Strasbourg, avec son dossier, puisqu'on transporte les prisonnières avec le dossier, et que quand la prison d'Aguenau a fermé, on a transporté les prisonnières, les femmes, à Rennes, où il y a une grosse prison de femmes, et les archives de la prison de Rennes sont versées, elles, aux archives d'Aguenau, donc qui se retrouvent à Rennes, sont versées aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc nous aussi, on s'est transporté à Rennes et on a vu quelques archives sur cette prison et le dossier de Ginette. Pour Claude, on ne sait presque rien, sauf effectivement les dossiers d'écrou, les registres d'écrou, ce pas des dossiers, c'est des registres, où là, on a pu avoir quand même quelques petits renseignements, mais pas très importants, quoi. Et pourtant, bon, là, on a vraiment essayé de chercher. Alors la remarque que vous avez faite sur l'égalité homme-femme face au pilonnage, si je peux me permettre de la reformuler comme ça, renvoie plus généralement à une difficulté dans l'histoire des femmes et du genre, qui est qu'on n'a pas forcément, au niveau des statistiques et des statisticiens et de ceux qui gèrent les dossiers, en amont, cette nécessité absolue de mettre en évidence les femmes et les hommes, en tout cas de leur donner une possible visibilité. Et donc, ça pose question. Puisqu'on était sur l'univers de la justice, on va y rester un peu, et après on reviendra à cette affaire. Vous avez souligné que on est au milieu des années 50, et lors de leur premier procès, et ça sera vrai aussi du second, mais c'est déjà assez stupéfiant pour le premier, Ginette et Claude Bach sont tous les deux à égalité condamnés à 7 ans de prison. Et vous y insistez dans votre ouvrage, et ça me semble effectivement important de s'y arrêter, parce que pour le coup, ça tranche quand même singulièrement avec une justice, et les articles actuels le montrent toujours, qui traditionnellement est plus clémente à l'égard des femmes, et qui, par contre, dans le cas où il s'agit d'un enfant, ne s'en prend qu'aux femmes et pas aux hommes. Là, on a quelque chose qui met à égalité l'homme et la femme dans la protection qui doit être celle de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Si on insiste beaucoup dans l'ouvrage là-dessus, c'est parce que justement, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce qu'il soit dit que les questions d'enfants, ça concerne les femmes et ça ne concerne pas les hommes, ou au contraire qu'on allait charger l'homme parce qu'il n'avait pas surveillé sa femme. Enfin, on a été surprise de cette égalité, et cette surprise, en fait, elle s'est étendue à tous les personnages de justice, puisque vous parlez de la justice, qui se sont intéressés au procès. Ce que j'appelle les personnages de justice, ce sont les avocats, ce sont les magistrats instructeurs, ce sont les juges et ce sont les experts. Parce que Ginette a subi des expertises psychiatriques pour savoir si elle était responsable ou non de la mort de son enfant. Et on a trouvé, et on a été étonnés, là je pense qu'on est revenu sur une idée a priori qu'on avait, que tous ces gens-là ont vraiment bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de comprendre ce qui s'est passé. Ils n'ont pas décrété tout de suite que c'était une mauvaise mère, que c'était un infanticide, que l'homme n'était jamais là. Après, il y a eu une histoire, il a eu une maîtresse pendant qu'elle était enceinte de son 5e enfant. Donc, il n'y a pas eu une stigmatisation de ce couple. Tous les protagonistes ont essayé de comprendre quel a été l'itinéraire du couple, et surtout quelle a été la détresse de ce couple qui, donc, à 23 ans, se trouvait avec 4 enfants et demi, enfin 4 enfants et un 5e qui devait venir. Et on a trouvé que aussi bien les instructeurs qu'après les juges et avant les experts ont été mesurés. Alors, ça ne veut pas dire que la justice n'a pas été rendue. Mais, premièrement, il n'y a pas eu
accusation et reconnaissance d'infanticide. Il n'y a pas eu, à strictement parler, reconnaissance d'un homicide. Il y a eu mort d'un enfant par défaut de soins, ce qui est un peu moins dans la hiérarchie de l'importance du crime. C'est un peu moins. Et si on regarde les 7 ans de prison qu'on leur a donnés, à tous les deux, et pas seulement à elle, et lui moins, donc à tous les deux, conjointement, 7 ans de prison pour homicide par imprudence, parce qu'on va le résumer comme ça, c'est relativement clément, relativement, parce qu'on a regardé, c'est assez compliqué, les statistiques ne sont pas faciles à... D'abord, il n'y en a pas beaucoup et elles ne sont pas faciles à interpréter, mais homicide comme ça, c'est au moins 10 ans de prison. Or, 3 ans de moins, c'est quand même pas rien. Tu veux rajouter quelque chose ? Non. Bon. Et donc, par rapport à ça, on est bien... Alors, vous insistez sur une forme de clémence par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres situations un peu équivalentes, et par ailleurs sur le fait qu'on a une peine égale et on a une justice qui a bien considéré le couple et pas de manière distincte, la femme d'un côté, l'homme de l'autre, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais là, c'est bien une considération qui va du couple en tant que tel. Ce qui nous ramène aux années 50. On est à l'apogée de ce que Antoine Pro a appelé le mouvement familialiste, cette émergence d'un couple qui est appelé de ses voeux dans les années 30, qui va pouvoir être exposé aussi politiquement dans certains cas. Et c'est bien ce couple-là dont il est question. Alors si on revient aux années 50, ce contexte de l'après-guerre, on a le sentiment d'une forme de paradoxe, puisqu'on est à la fois dans les 30 Glorieuses, dans un État qui semble se soucier de la petite enfance, et pour autant, on a des situations de drame qui sont extrêmement conséquentes. Voilà, dramatiques. Je cherchais mon terme. Pour un couple d'ouvriers, les années 50, qu'est-ce que, là si on s'intéresse à ce qu'est un projet de micro-histoire, qu'est-ce que la trajectoire de Claude et Ginette nous disent du monde ouvrier dans les années 50, en termes de conditions de vie, en termes de logement, en termes de vie au quotidien, de rapport au travail, aspect que vous montrez vraiment avec une très grande attention et une très grande précision. Alors on a souvent dit que c'était très sobre votre approche, mais cette sobriété sert la description en tant que telle. Vas-y. Non, je vais juste dire que une instruction, ça enquête. Donc, dans le dossier d'instruction, on a beaucoup de choses, notamment ce qui nous a permis de voir comment fonctionnait. Donc, ce couple habite une petite rue, 1 rue de la Gaîté, c'est une petite rue de Saint-Ouen, et on a vraiment la description de la rue, les commerçants où ils achètent, où elle achète Ginette à crédit. Donc, on a une description de la vie matérielle. Alors, les 30 Glorieuses, certes, mais on est au début des 30 Glorieuses. Rien ne se fait sentir. On est aussi dans la période de la reconstruction. Alors, peut-être que le plus important, c'est quand même les questions de démographie, puisqu'on est en plein baby-boom. On est aussi, parallèlement, dans le boom de l'avortement. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a pratiquement un avortement pour une naissance. Et on est dans une période où on vit sous le régime de la fameuse loi de 1920. Alors on peut peut-être revenir un peu, peut-être Daniel, sur les questions du logement, du fonctionnement de la rue, parce que c'est quand même ta grande spécialité en dehors du... Oui, je trouve que ça serait genre. dommage de ne pas évoquer ça. Voilà. Alors, quand on dit que c'est un couple d'ouvriers, Annette l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas dans la totale précarité, puisqu'ils habitent un logement qui fait 2 pièces et demie.
2 pièces plus un débarras, des petites pièces. Mais ils ne sont pas dans un bidonville, ils ne sont pas dans une baraque. Dans cet appartement, il y a l'eau courante dans la cuisine, ce qui n'est pas le cas. Bon, il n'y a pas de salle de bain, c'est vrai, mais il y a des toilettes intérieures. Et il faut savoir qu'en 1953, il y avait à peine 10% des immeubles pour l'ensemble de la France qui avaient les toilettes à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas totalement démunis. Quand ils se marient, ils travaillent tous les deux. Il y a 2 salaires. Ce qu'il y a, c'est que Ginette, sa première grossesse, la fatigue beaucoup. Et finalement, elle arrête de travailler tout de suite. Donc, il n'y a plus qu'un seul salaire. Ce qu'il faut dire aussi, parce que ça, on ne l'a pas dit, que cette pauvre Ginette, non seulement elle avait une grossesse par an, mais elle était paralysée d'un bras. Elle était née comme ça. Donc, elle avait le bras droit qui était paralysé. Donc, vous imaginez 4 enfants, les couches pas jetables, hein, donc il faut les laver à la main, avec un seul bras. Et 4 enfants plus une grossesse. C'est aussi ça qui l'a fait progressivement glisser vers l'incapacité de quoi que ce soit. À la fin, elle ne pouvait plus rien faire. C'est comme ça qu'elle n'a pas nourri son 4e enfant. Et alors, comme elle était lymphatique, et ça, c'est quelque chose qui médicalement se comprend. C'était une pathologie de la grossesse. Mais comme elle restait toute la journée au lit, elle changeait plus ses enfants. Et quand elle, quand même, les changeait de temps en temps, elle lavait pas les affaires, dont les couches, elle les mettait sous le lit. Donc, à la fin, quand justement les policiers sont arrivés pour constater le décès et les arrêter, ils ont trouvé la maison emplie d'habits souillés qui étaient sous les lits, les toilettes étaient bouchées. Donc, ça, c'est assez amusant. Un des instructeurs demande, les toilettes étaient bouchées, on l'a constaté, mais alors comment vous faisiez? Alors le Claude, il dit, ben, moi j'allais me soulager ailleurs, et je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et puis plus, il y avait les enfants. Donc, c'est vrai que ce n'est pas totalement le lumpenprolétariat, mais c'est quand même de plus en plus des gens qui vivent dans la précarité. Alors après, on peut discuter pour savoir si c'est de leur faute ou pas de leur faute, hein. Mais bon, au départ, ils avaient un appartement qui était à peu près vivable pour les normes de l'époque. Voilà. Et donc, pour un couple initialement sans enfant. Donc, ce qui change la donne, effectivement, totalement. Le couple a été très peu initialement sans enfant, parce qu'il y a eu... ce qu'on peut dire, d'après ce que le dossier d'instruction, c'est que les 2 garçons, les 2 aînés, étaient, comme on disait à l'époque, très bien tenus. C'est-à-dire que si on imaginait que le couple n'ait pas eu un 3e, 4e, 5e enfant, on peut imaginer que ce couple aurait vécu de façon convenable. Ouais, et c'est vraiment la question de ces grossesses rapprochées qui a entraîné le drame. Et donc, ça pose bien la question de la loi de 1920, enfin des lois, puisqu'en l'occurrence, c'est 1920-1923, puisque en 1950, on vit encore dans ce régime répressif, extrêmement répressif, de la loi de 1920, et donc de son corollaire, la loi de 1923. Et là, de la même façon, il faut que vous nous rappeliez ce que dit cette loi et peut-être le contexte dans lequel elle a été élaborée. Bon, alors la loi de 1920, elle date de 1920, c'est-à-dire de 2 années après la fin de la guerre de 14-18. Alors, et en même temps, il y avait déjà un projet antérieur à la guerre. Absolument. Donc, auquel est liée en fait la citation que j'ai faite initialement. Avant-guerre déjà, on se préoccupait de cette menace de la dépopulation en France. Et donc évidemment, puisque la loi de 1920 est de 1920, en 1920, après la guerre, le contexte est encore plus... Et il ne faut pas oublier non plus qu'on avait quand même un ennemi héréditaire à l'époque
qui était l'Allemagne et qu'il y avait une sorte de compétition démographique entre l'Allemagne et la France. Et après la saignée de la Première Guerre mondiale, on donne le chiffre canonique qui n'est pas tout à fait exact d'1,5 million, mais c'est quoi, 1,3 million à peu près, morts d'hommes jeunes. Il y a donc une grosse inquiétude sur la capacité de la France de finalement refaire sa population. Et cette loi, c'est donc une loi de circonstance qui a comme caractéristique à la fois de pénaliser l'avortement, et d'ailleurs la loi de 23 pénalise encore, différemment, mais plus finalement l'avortement. Donc la question de l'avortement, ça a toujours été plus ou moins et différemment pénalisé, mais la grande novation, c'est que ça interdit la propagande et la vente de produits contraceptifs. Donc c'est une loi qui pénalise finalement la contraception. Et une dame dont on parlera, je pense tout à l'heure, qui s'appelle Évelyne Sullereau, dit dans une formule qui est assez pertinente, on avait cousu ensemble le mal et le remède. Le mal, c'est l'avortement, le remède, c'est la contraception. Donc c'est cette loi-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette loi ? Il y a très probablement une perte de la pratique de la contraception des générations comme celle de Ginette, qui ont toujours vécu sous cette loi. Peut-être aussi, mais ça ne joue pas dans la famille de Ginette, parce que les mères de leur côté n'ont pas eu cette ribambelle d'enfants. Peut-être aussi quelque chose qui s'est perdu du fait de la guerre, de l'absence de mère, mais ce n'est pas le cas de Ginette. Donc, alors, tout de suite, on peut dire quand même que c'est une loi qui a été parfaitement inefficace, parce qu'elle n'a pas incité à avoir le moindre enfant, et que, comme on disait dans les lycées, je ne sais pas si on dit toujours ça, en 1937, les cercueils l'emportent sur les berceaux. Je traduis, il y a plus de décès que de naissances. Donc la dénatalité est énorme, alors que dès l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, on commence à avoir ce qu'on a appelé, je ne sais pas à quelle date, mais ce qu'on a appelé le baby-boom, c'est-à-dire une natalité qui reprend. Et à partir de 41, voilà. 42. Oui. Ce qui rend d'autant plus ce qui rend cette loi un peu obsolète, puisque la natalité a repris. Et l'avortement qui devient vraiment un vrai problème. Du coup, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment on va s'en prendre à cette loi, de la part de ceux qui souhaitent s'en prendre à cette loi. Et donc, on va évoquer le rôle d'une actrice dont on parle peu, quand même, Marie-André Lagroix-Weil-Hallé, mais pas qu'elle. Donc, si on s'attache à cette figure quand même, ce qui peut nous intéresser, c'est comment est-ce qu'elle et d'autres, pas elle toute seule, mais elle déjà, se saisit de l'affaire des époux Bach pour servir le combat de la lutte contre la loi de 1920, pour l'abolition de la loi de 1920. C'est mon tour. Donc cette Marie-André Lagroix-Weil-Hallé, c'est une gynécologue qui a un parcours intéressant parce que elle a fait des études de médecine entre les deux guerres et elle s'est mariée avec son directeur de thèse qui avait deux caractéristiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais qui sont importantes. Premièrement, il avait 40 ans de plus qu'elle, c'était un professeur de médecine. Bon, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, c'était un pédiatre, un grand pédiatre qui s'occupait depuis avant la Première Guerre mondiale de
s'occuper de l'enfance, en disant qu'il fallait surveiller les grossesses des femmes enceintes et ensuite il fallait s'occuper de la petite enfance. Je trouve plus le terme. Tu me le dis. Merci, la puériculture. Donc c'était quelqu'un qui était un propagateur de la puériculture et donc pour qui il valait mieux qu'il y ait moins d'enfants, mais mieux nés et mieux, élevés, suivis, que beaucoup d'enfants moins bien élevés. Et donc, cette Marie-André donc soutient sa thèse, se marie avec son époux en 1944, et elle reçoit dans son cabinet beaucoup de femmes qui sont enceintes, qui ne sont pas contentes d'être enceintes, qui, voire, lui demandent des tuyaux pour avorter. Et elle, j'ai oublié de dire une chose qui est très importante, c'est que c'est une catholique pratiquante. Donc, pour elle, une médecin gynécologue, ça doit aider les femmes à faire des enfants dans des bonnes conditions, avoir des bonnes conditions de grossesse et ensuite les élever. Donc la contraception, c'est pas son truc. Son truc, c'est la famille heureuse, catholique, avec 3, 4, 5 enfants, pourquoi pas. Et elle est même, il me semble que vous, pardon de vous couper, mais oui. elle est même presque choquée initialement. Ça se voyage aux États-Unis. Voilà. Et donc, elle reçoit dans son cabinet, elle est ferme sur ses positions, qu'elle est là pour défendre la santé des mères et pour que les mères accomplissent leur rôle de mère, c'est-à-dire qu'elles aient des enfants dans des bonnes conditions. Et il se trouve que juste dans les toutes premières années d'après-guerre, elle suit son vieux mari, grand professeur, qui est invité à faire des conférences. C'est lui, c'est aussi important, je ne l'ai pas dit, c'est lui qui a été le propagateur du BCG. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a fait diffuser dans les hôpitaux et voire dans les écoles après. Et donc, il est invité aux États-Unis pour parler du BCG et il dit à son épouse, tu vas pas venir m'écouter, tu connais ça par cœur, va donc voir des gens qui s'occupent de la contraception. Elle est un peu réticente, mais finalement, elle y va. Alors c'est pareil, j'ai un deuxième trou, je ne sais plus le nom des deux médecins qu'elle va voir. Stone. Et bon, on a des trous, hein, c'est comme ça, tant pis. C'est pas voilà. Tant pis. Voilà. Oui, voilà. L'essentiel. Et donc, ce sont c'est on va dire une clinique pour aller vite où officiellement il n'y a pas de loi de 1920 aux États-Unis où officiellement on pratique le contrôle des naissances et on explique donc aux couples ou aux femmes comment faire pour espacer les naissances. Pas supprimer les naissances, on n'est pas dans la grève des ventres, hein, mais avoir des enfants de façon pas trop rapprochée pour à la fois la santé de la mère, de toute la famille et des enfants. Et là, elle tombe des nues, parce qu'elle se dit quand même, les médecins, c'est pas fait pour empêcher de faire des enfants. Donc, elle n'est pas très convaincue. Mais sa pratique, comme c'est une femme intelligente, sa pratique dans son cabinet l'a fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'elle voit trop de femmes en détresse, enceintes tous les ans, elle ne connaît pas encore les époux Bach, qui viennent lui demander des avortements. Alors, l'avortement, ça, elle est totalement contre. Hein. Elle reste une catholique pratiquante. Mais elle se dit qu'un contrôle des naissances bien administré, bien compris surtout, bien compris par ceux à qui ça s'adresse, ça permettrait de faire ce qu'elle appelle des familles plus heureuses. C'est pour ça qu'elle pense à cette appellation de la maternité heureuse. Et donc, elle devient finalement de plus en plus intéressée par cette idée du contrôle des naissances, mais il y a cette fameuse loi de 1920. Et donc, elle commence à militer pour, non pas l'abolition, elle n'est pas une militante dans un parti communiste,
Pardon, dans la partie. Excusez-moi. C'est la Oui, c'est la présence, voilà. pardon, dans un parti politique. Mais où peut-elle aller pour expliquer que la loi de 1920, c'est contraire à l'éthique, même à l'éthique catholique? Elle va chez les médecins. Pourquoi chez les médecins? Parce que les médecins qui reçoivent une femme dont des grossesses rapprochées mettent la vie en danger. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ils disent « Ma petite dame, faites attention ». Qu'est-ce que ça veut dire, faites attention? Ils disent rien d'autre. Donc c'est totalement hypocrite. C'est-à-dire faites attention quoi, comment, ils ne savent pas. Donc elle se dit, il faut attaquer par la médecine, par les médecins. Et donc elle fait un premier article, non pas dans la Semaine des hôpitaux, qui est un journal qui est très lu par les médecins, non pas pour dire qu'il faut abolir la loi de 1920, mais pour dire en quoi cette loi, c'est quelque chose qui est finalement contre. C'est pas ces termes exacts, mais je le traduis en termes de santé publique. Donc elle commence là. Ça n'a aucun écho. Donc elle est fort déçue. Elle essaye à plusieurs reprises de s'adresser à des congrès, à d'autres cercles un peu plus larges que les milieux médicaux, et elle a peu de succès. Et là-dessus, je te passe la parole. Oui, parce que je vais peut-être redire un tout petit mot sur Benjamin. Parce que le mari, Benjamin va y aller. Alors d'abord, ça nous a beaucoup amusés, parce que donc il a 67 ans quand il se marie. Il était marié avant. Il a donc des enfants qui sont beaucoup plus âgés que les Marie Lagroix va y aller. Et il est d'une famille, comme on dit, d'Israélites, c'est-à-dire de ces juifs de souche, de la bourgeoisie juive française depuis des générations. Si je vous le dis, c'est que ça a quand même une petite importance pour la suite. Alors, ce qui nous a amusé, c'est que Veil, comme vous le savez, avec un W surtout, c'est très très courant comme nom. Donc, pour se différencier de tous les Veil, il accole le nom de sa femme, première femme. Veil-Allé. Donc, Marie-André, elle s'appelle Marie-André déjà. Lagroix, c'est son nom de jeune fille. Et elle a donc le nom de son mari et le nom de la première femme de son mari. Bon, ça, c'est une des petites choses qui nous a amusés. Mais surtout, c'est un homme qui est, comme m'a dit Daniel, vraiment un grand professeur de médecine, qui a créé l'école de puériculture qui existe toujours. On est allé voir un petit peu les archives. Donc, qui a aussi une vision des choses de société. Et c'est probablement lui qui lui souffle une stratégie de, comme on ne disait pas à l'époque, de médiatisation. Donc, on va quitter le milieu médical. Et c'est là qu'il rencontre l'histoire des époux Bach. Alors, de nos jours, on dirait peut-être de lui que c'est un homme de réseau aussi, parce qu'il a quand même... C'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau. Il connaît énormément de gens. Il a une famille très nombreuse. Ils étaient, je crois, 7, qui a relativement réussi. Il est, par exemple, de la famille de Raymond Lindon, qui est procureur de la République, qui est le père de Jérôme Lindon, qui a créé les éditions de Minuit, qui est d'ailleurs le grand-père donc, de Mathieu Lindon, qui est un écrivain que certains d'entre vous connaissent peut-être, et chroniqueur littéraire à Libé, donc il connaît beaucoup, beaucoup de monde, oui. C'est un homme de réseau. Et c'est un homme qui connaît aussi quelqu'un comme Dacier de la Vigerie. Oui, parce qu'il est communisant et qu'il a fait partie de la délégation de médecins, Marie-André aussi, qui est allée en Union soviétique pour étudier les bienfaits de l'accouchement sans douleur. Donc, il y a ce réseau-là aussi. Voilà, et donc la stratégie, ça va consister à dire, puisque manifestement les milieux médicaux restent absolument sourds et continuent, parce que vous avez été assez soft, pardon pour le terme, mais dans la façon dont vous avez évoqué les pratiques des médecins, mais de fait, les médecins en situation je veux dire, d'avortement considèrent aussi que la femme doit
payer aussi pour ce qui a été fait. Et ça, c'est ce genre de pratique qui heurte infiniment Marie-André Lagroix-Veil-Allais. On n'en finit plus avec ce noir à longe. Et donc, toujours est-il que Benjamin, à l'origine de la stratégie va consister à dire il faut porter l'affaire sur la place publique, il faut la faire sortir du prétoire. Alors, de fait, il faut d'abord aller dans le prétoire, puisque... Voilà. Il faut aller dans le second procès, voilà. Où Marie-André, donc je te laisse... Voilà, de Marie-André. C'est moi qui n'ai pas été claire dans mon questionnement. Si, tout à fait. Donc, il y a ce premier procès qui passe inaperçu. Il y a quelques articles dans les journaux, mais pas grand-chose. Il faut savoir que tous les jours, il y avait des histoires d'abandon de bébés, d'infanticide, de maltraitance. On a dépouillé les grands journaux, Le Parisien, François. Tous les jours, il y a un bébé qui est abandonné dans un abribus ou bien qui est maltraité. Bon, ce baby boom, ces millions de beaux bébés du général de Gaulle, c'était aussi ce qu'on a appelé l'avortement boom, et c'était aussi la misère de ces grossesses trop rapprochées et des enfants non désirés. Donc, le couple Benjamin-Marie-André est alerté sur comment faire pour aboutir à l'abolition de la loi de 1920, ou en tout cas faire bouger les choses. Et comme ils sont donc, ce sont des gens de réseau, ils connaissent beaucoup de journalistes, je pense en reparler tout à l'heure, il est possible que soit elle, soit lui ait lu les quelques articles qu'il y avait dans les journaux sur le procès Bach. On ne sait pas exactement, on aurait bien aimé savoir comment, est-ce qu'ils ont trouvé leur journal dans leur boîte aux lettres, on ne sait pas. En tout cas, ils se disent, voilà le fait divers qui peut peut-être faire avancer les choses. Et Marie-André prend contact avec l'avocate dont on a parlé tout à l'heure, Odile Fleury, qui est donc, elle s'est beaucoup occupée elle a plaidé, comme elle dit, avec son cœur, pour essayer que la peine ne soit pas plus importante que ces 7 ans, et même si possible moins, elle n'a pas arrivé. Et donc Marie-André va voir l'avocate. Et alors on a beaucoup demandé à l'avocate qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. Elle s'en souvenait pas très bien, puis surtout elle l'avait pas trouvée très sympathique. Elle avait trouvé que c'était une grande bourgeoise, alors que elle, la Odile Fleury, c'est aussi une bourgeoise, mais qui disait qu'elle avait découvert qu'elle n'imaginait pas des gens comme les époux Bach. Donc on a toujours plus bourgeois que soi. Voilà. Bon, mais toujours est-il que il est possible, parce que ça, Odile Fleury ne s'en souvenait pas, et elle venait de déménager, et donc elle avait jeté toutes ses archives, donc elle n'avait plus rien à nous donner, on était bien tristes, mais en tout cas, il est fort possible que ça soit elle qui ait fourni à Marie-André tous les éléments qu'elle avait en sa possession, parce que Marie-André se sert d'un morceau de l'instruction, pas tout. Elle se sert des expertises médicales. C'était ça qui l'intéressait parce qu'elle était médecin. Et donc, elle demande à être témoin au deuxième procès. Et donc, elle vient témoigner au deuxième procès. Et là, d'une certaine façon, elle emporte le morceau. Pas seule. Parce qu'un des trois experts, ils étaient, mais un des experts qui était venu au premier procès dire qu'il ne fallait pas condamner Ginette parce qu'elle était en situation de détresse. Ce qu'elle avait, c'était pathologique, c'était pas, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise mère. Il revient, cet expert, en disant « je ne l'ai pas assez dit et je regrette beaucoup, ils n'auraient pas dû être emprisonnés ». Donc, c'est de l'interprétation, parce qu'on n'a pas les documents pour dire, voilà, c'était comme ça. Mais il est fort possible que, à la fois, les remords, on va dire, de l'expert, et surtout le discours extrêmement charpenté, disent la presse qui le relate,
de Marie-André, où elle explique pas à pas pourquoi ne pas faire de contrôle de naissance, c'est mauvais à la fois pour les femmes, pour les hommes, pour la famille et pour le pays. Elle ne dit pas pour Dieu, mais elle le pense, je pense. Ça convainc les jurés. Alors, il faut dire, mais là, il faut que tu m'aides, à partir de 1945, les femmes ont le droit d'être jurées. Mais au premier procès, il n'y en avait pas. Et au deuxième procès, il y en avait une sur 7. Enfin, bon. En tout cas, les jurés sont convaincus et donc ils ramènent la peine de 7 ans à 2 ans et ils sortent libres. Tu veux rajouter ? Non. Non, je veux rajouter sur après. Oui. Parce que, comme on arrive dit à la Libération. radio, le temps tourne. Oui, on sort du prétoire cette fois-ci. Voilà. Et donc, il y a cette stratégie, et grâce au réseau de Benjamin, Emmanuel d'Astier de la Vigerie réussit à obtenir, décide, excusez-moi, je suis perturbé parce que mon téléphone sonne, c'est ça qui me... donc Emmanuel d'Astier de la Vigerie, alors Emmanuel d'Astier, grand résistant, créateur du mouvement Libération, et à la sortie de la guerre, il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Libération, qui est un journal très proche, compagnon de route du Parti communiste. Hein. Et il demande à un tout jeune journaliste qui s'appelle Jacques de Rogy, qui a déjà une célébrité parce que par une série de hasards, c'est lui qui a couvert l'histoire de l'Exodus, hein, ce bateau qui a été bloqué avec des survivants qui ne pouvaient pas aller en Palestine. Donc, Jacques de Rogy fait une série d'articles formidables dans Libération, en fait, sur les drames de l'avortement. Hein. Et c'est ces articles qui sont la campagne de presse. Parce que, comme on dirait aujourd'hui, avec ces articles, les femmes prennent la parole, elles le prennent vraiment. Et puis, il y en a d'autres journalistes, Françoise Giroud. Il y a un courrier des lecteurs voilà, les lecteurs. Et c'est vraiment un grand événement. Et cet événement doit préparer le dépôt d'une loi qui n'aurait qu'un seul article, abolition des articles de la loi de 1920 qui concernent la contraception. Je dis très rapidement que ça ne va pas se passer comme ça, mais je vais terminer sur cette question. Et c'est à la suite de ces articles qu'une jeune femme, qui elle aussi a quelques enfants, Évelyne Sullereau, va prendre contact avec les époux Veil-Allais, et alors qu'elle vient les voir, c'est elle qui dit, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une association de femmes dont l'objectif serait la libéralisation de la contraception. Et c'est effectivement le 8 mars 1956, hein, les articles, le procès, c'est juillet 55, les articles de Libération, c'est octobre-novembre 55, et le dépôt des statuts de la maternité heureuse, qui ne s'est pas appelée la maternité volontaire, vous avez peur de tomber sous le coup de la loi, c'est 8 mars, jour de la fête des femmes, 8 mars 56. Et le conseil d'administration est composé de femmes qui sont soit des femmes juives, de la bourgeoisie juive, protestantes, athées, mais il y a aussi au moins 2 femmes catholiques, femmes de. Donc, on a eu du mal à trouver les prénoms. Parce que, à l'époque, on avait Madame Jacques Madol ou Madame Jean-Marie Doménac. Donc, la femme de Jacques Madol, qui était un de nos collègues d'histoire au lycée Michelet à l'époque, qui avait écrit un certain nombre d'ouvrages, et Jean-Marie Doménac, qui dirigeait la revue Esprit. Et
dans cette série de gens, on met Madame Thérèse Lindon et Benjamin Veillet dit on ne va pas s'attaquer à la femme d'un procureur de la République. Alors ça a eu un bénéfice secondaire, c'est quand on a téléphoné à Thérèse Lindon pour être cohérent quand même, après les articles deviennent un livre, que publient les éditions de Minuit. Et nous, on voulait voir aussi un peu tout ce qu'on pouvait savoir sur le livre. Le dossier de presse et tout ça. Donc on téléphone à Thérèse Lindon qui commence à pouffer de rire en disant « J'imagine tellement pas ma grand-mère dans ce genre d'affaires. » Voilà. Donc du coup, elle nous a communiqué tous les éléments dont on avait besoin. Et donc en fait, on a deux résultantes de la stratégie initiée qui sont complètement concomitantes. Une qui réussit et l'autre qui par contre échoue, mais quasiment au même moment. Donc là, vous venez d'évoquer la création d'une association, la Maternité Heureuse, sur laquelle on peut peut-être dire tout de suite, qui va devenir le mouvement pour le planning familial, et dans laquelle il y a effectivement cette stratégie. Alors, Maternité Heureuse, triste grossesse, on aura bien compris le pendant. Et cette association utilise effectivement une stratégie de contournement par rapport aux femmes, parce que utiliser des femmes d'eux, c'est chercher effectivement à se prémunir, même s'il y a des femmes qui jouent un rôle sans être d'eux, quoi que ce soit, comme par exemple Evelyne Sudreau, peut-être on y reviendra après. Et dans le même temps exactement où cette association est formée, il y a ce projet de loi qui est déposé. Il y a le livre qui a été écrit, la résultante de tous ces articles qui ont été faits. Le titre du livre de Rogy m'échappe complètement. Alors là, on est mal parti. Des enfants malgré nous. Des enfants malgré nous, voilà. Et ce livre... Là, vous allez être 3. Oui, voilà, pardon. Désolée. Ce livre est adressé aux plus que représentants d'un parti qui est le Parti communiste, à Thorez, par de Rogy. Et il reçoit un accueil pour le moins réservé, pour ne pas dire autre chose, puisque pile en mars 56 aussi, le Parti communiste fait connaître des prises de position contre ce qui est en train de se passer. Et là, donc, je vous redonne la parole pour nous expliquer quelle position du Parti communiste, comment elles sont exprimées, par quel biais. Et peut-être après, on viendra sur le pourquoi. Ouais, c'est vrai que c'est chez moi l'origine de l'intérêt pour les vices de la bourgeoisie. Voilà. Donc le 7 mars, c'est-à-dire la veille, sans savoir bien évidemment que les statuts vont être déposés, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est une grande personnalité du communisme français, qui porte le nom de son premier mari, qui est décédé très vite après leur mariage, Paul Vaillant-Couturier, qui est une immense figure du Parti communiste, pas de la résistance qui était mort avant, mais du Parti communiste, fait un discours pour la fête des femmes où elle prend parti contre la contraception qui est assimilée au néo-malthusianisme. Et la thématique est très simple, les femmes n'ont pas trop d'enfants, c'est juste qu'il faut leur donner les moyens d'élever leurs enfants. Donc, hostilité qui est d'abord celle de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Alors, à mon avis, elle n'est pas choisie au hasard, parce que Paul Vaillant-Couturier avait été aussi l'acteur du tournant nataliste du Parti communiste dans les années 30, en 1937. Et on peut dire que ce tournant contre la contraception, et d'ailleurs à l'époque l'avortement, suivait la politique de l'Union soviétique à l'époque. Donc, à mon avis, symboliquement, c'est elle qui va reprendre les positions qui avaient été celles du Parti communiste dans la période, disons, du Front populaire. Hein. Et à partir de ce moment-là, le Parti communiste se déchaîne, littéralement, et Jeannette Vermersch, qui ne se caractérise pas par une subtilité supérieure à la moyenne,
va faire un discours qui est resté très célèbre, que les femmes n'ont jamais oublié, enfin les femmes de cette génération, de ces générations. Elle va faire ce discours en disant « Vous ne voulez pas quand même que le prolétariat attrape les vices de la bourgeoisie. » Et à partir de ce moment-là, les choses sont pliées, même si à l'intérieur du Parti communiste, les médecins sont vent debout, parce que Jeannette, très subtile, dit on va déposer une autre proposition de loi qui va autoriser l'avortement thérapeutique pour raisons sociales. Et ça énerve beaucoup les médecins, parce qu'une raison thérapeutique soit une raison sociale, ils ne voient vraiment pas ce que ça a à faire à la médecine. Donc les médecins communistes sont globalement vent debout. Et donc pour le travail, moi j'avais vu toutes les lettres qui avaient été envoyées par des femmes du Parti communiste qui ne comprenaient pas la position du Parti communiste. Voilà. Mais en tout cas, ça enterre la loi, et ça l'enterre pour une douzaine d'années, puisqu'il faut attendre un gaulliste pur sang, Lucien Neuwirth, pour que enfin la loi de 1920 soit abolie dans la partie concernant la contraception. Il faut juste préciser, parce que pour nous c'est évident, que bien entendu la loi a été enterrée à cause de l'opposition du Parti communiste, mais que toute la droite catholique était évidemment contre. Et donc là, il y a une convergence voilà, sur la défense de la maternité, et au nom de la défense de la maternité, entre l'Église catholique, dont les prises de position n'ont pas évolué alors, et le Parti communiste, qui a effectivement fait ce grand tournant au milieu des années 30 en faveur d'une politique nataliste, alors que au début des années 20, il y avait eu, au sein du Parti communiste, une volonté de poser la question. Et il y avait même une proposition de loi que j'ai retrouvée dans les papiers de Torres, donc il connaissait parfaitement, il n'a pas oublié, il n'a pas brusquement une poussée, enfin il avait eu un AVC, mais il n'a rien oublié du tout, parce que dans ses dossiers de travail, il y a tout le journal officiel avec la proposition de loi. Il était député à l'époque, il a été député très longtemps toute sa vie, pas du Nord d'ailleurs, mais d'Ivry-Vitry, de cette banlieue-là. Et donc il y avait cette proposition de loi dans ces dossiers. Donc le Parti communiste a été... bon, c'est pas à vous, Catherine, que je vais le dire, parce que j'ai lu votre travail sur les femmes communistes du Nord. Dans les années 20 et jusqu'à ce tournant, le Parti communiste a été authentiquement féministe. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis, il y a un tournant, et avec l'âge des dirigeants qui restent les mêmes pendant 40 ans, la génération qui est à la tête du Parti communiste dans les années 30, elle est toujours à la tête du Parti communiste dans les années 40 et 50. Donc ça ne les rend pas plus vifs, voilà. Sur la nécessité de prendre des tournants idéologiques. Ils prennent ces positions d'ordre moral à l'égal de l'Église catholique, parce que Madol et Doménac, c'était aussi catholique, quoi. Et la Croix aussi. Et donc, du coup, et vous y insistez, on se retrouve avec un sursis, en tout cas une façon de différer la loi qui est extrêmement important. Là, on était en 55, il va falloir attendre 67 pour que la loi Neuwirth, qui revient sur cette question de la contraception et qui autorise, avec des décrets d'application qui sont pris lentement, puisqu'il faut attendre 72 pour que les choses soient faites complètement, mais en attendant, on peut désormais non seulement produire des contraceptifs, mais les indiquer, et les femmes peuvent donc utiliser... Surtout qu'il y a des progrès techniques aussi. Et entre deux, il y a quand même, en plus, la naissance de la pilule qui change aussi la donne. Qui change aussi la donne. Et puis, alors, ça sera... Pour l'avortement, les choses seront beaucoup plus rapides. Vous insistez sur cette contraction du temps dans les années 70. 68 est passé par là. Et par contre, entre le procès de Bobigny et la législation sur l'avortement, les choses iront beaucoup plus vite.
rappeler un peu le procès Bobigny? Oui, alors le procès Bobigny, c'est le procès de Bobigny. Pour nous, c'est le pendant du procès Bach, mais au lieu que ça soit sur la contraception, c'est sur l'avortement, puisque c'est un procès qui est intenté à une jeune fille, Marie-Claire, qui a été violée et qui a été enceinte à la suite du viol, et dont la mère et 2 amis de la mère l'ont aidée à avorter. Et donc, le procès, c'est le procès d'une avortée et de 3 avorteuses. Et de même que, enfin, on peut faire des parallèles, même si c'est juste des parallèles, de même que l'avocate des époux Bach avait essayé de faire évoluer les choses, enfin, tel qu'il le pouvait. Là, une avocate très célèbre, et ça y est, non mais j'ai des trous. C'est l'atmosphère. Là, tout le monde va donner. C'est l'atmosphère de l'amphi. Gisèle Halimi. Oui, c'est l'amphi. Oui. Donc Gisèle Halimi défend. Donc, enfin, là aussi, il y a 2 procès parce que Marie-Claire était mineure, donc elle va devant la justice des mineurs, et la mère et les 2 amis, c'est la justice des majeurs. On va dire les choses assez vite, mais en tout cas, grâce à Gisèle Halimi, ça devient le procès de l'avortement, et ça fait là aussi une campagne de presse, ça fait là aussi des dépôts de loi, des reprises de projets qui existaient déjà, et on constate que entre le procès de Bobigny 72 et le vote de la loi Veil 74-75, puisque c'est la fin de 74, début 75, il n'y a que 2 ans, alors qu'avant il y avait eu 11 ans. Donc il y a quand même, on peut constater, comme vous l'avez dit, 68 est passé par là, il y a une évolution de la société en 25 ans, plus qu'importante, très importante. Et évolution à laquelle on s'en doute, et peut-être que ce sera le dernier point, évolution à laquelle a contribué évidemment la création de la maternité heureuse, puisque pendant qu'on est en train d'attendre la loi qui va donc être différée jusqu'en 67, il y a cette maternité heureuse qui devient le mouvement pour le planning familial et qui anticipe la loi en parlant et en diffusant et en agissant. Elles font de la contrebande des objets contraceptifs, le diaphragme, notamment à partir d'Angleterre. Oui. Et en fait, comme la maternité heureuse devenue le planning familial 2 ans après sa fondation est une association, donc pour bénéficier des services du planning, c'est-à-dire en gros avoir des contraceptifs, il suffisait d'adhérer à l'association. Et donc là, on était dans le privé, on n'était pas dans le public. C'était quand même, comme dit Annette, en contrebande, et il fallait aller chercher les produits en Angleterre, enfin surtout en Angleterre. Mais c'était une vraie action, c'est-à-dire que les consultations du planning familial étaient pleines. Alors il y en a eu le premier à Grenoble, enfin après il y en a eu partout. Il y en a eu partout. Mais donc l'abolition de la loi n'était pas réelle du point de vue légal et législatif, mais en acte, ça se faisait. Et ça fait le pendant de ce qui se faisait d'ailleurs pendant la loi de 1920, où il y avait des stratégies de contournement qui permettaient aussi de faire connaître des choses, alors même que la loi les interdisait totalement. Mais beaucoup moins quand même. Là, c'est clair. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation des époux Bach. Et je pense que c'est le moment de laisser la place aux questions. On n'a pas parlé d'Evelyne Sulro. Oui, mais on peut pas. Est-ce que je peux poser la première question en vous remerciant de ce rappel qui, même pour des gens de ma génération qui avons consulté au planning familial, et je ne sais plus si j'étais mineure ou majeure, mais pour nous c'était extrêmement important, cette histoire reste encore méconnue, enfin,
je trouve que c'est important de revenir sur cette histoire. Ma question, elle porte sur ce travail d'historienne, d'archiviste, et cette remise à jour de cette histoire qui, je crois, est très largement méconnue. Est-ce que ça n'est pas aussi utile aujourd'hui, dans une période où, certes, les hommes et les femmes des plus jeunes générations bénéficient de lois libérales qui autorisent l'information sur la contraception et qui autorisent l'avortement en France. Mais est-ce que vous pourriez dire ou pas s'il y a des menaces, s'il y a des dangers qui vous ont mobilisé, des dangers sur les apports de ces lois, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, qui vous ont mobilisé pour écrire cette histoire, ou si c'est hors sujet? Non, c'est absolument pas hors sujet. En fait, pour nous, à part qu'on avait ce déficit historiographique et qu'en tant qu'historienne, on voulait... mais c'était un acte militant. Alors, c'est un acte militant à la façon historienne, c'est-à-dire... on n'a pas été avec des banderoles, on pouvait y aller, mais ça c'était autre chose. Mais on voulait raconter cette histoire. Et donc on a commencé en 2017 ou 2016, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'était au moment où en Argentine, en Irlande, évidemment, je ne parle pas des États-Unis, en Pologne, il y avait tous les mouvements pro-vie, les mouvements anti-contraception. Et pour nous, c'était une façon de rappeler qu'il y a des choses qui ont été faites, mais ça peut toujours être remis en question. Et puis, puisqu'on parle de l'actualité, le mouvement français pour le planning familial, section du mouvement international de planning, a eu son 30e congrès en septembre dernier, et il a été question de remettre, ça n'a pas été fait, la motion n'a pas été votée, mais il a été question d'enlever des statuts le principe de laïcité, de façon à ce qu'ils appellent l'intersectionnalité, dire que les mutilations sexuelles pour les femmes ou ces choses-là, peut-être que c'est une question culturelle et les blancs dominants n'ont pas à imposer aux autres. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est menacé, c'est pas obtenu et ce sera toujours comme ça. Ça répond à votre question, je pense. Puis il y avait aussi ce plaidoyer, Catherine a lu le petit chapeau, qui était, si vous voulez, toutes ces femmes de la maternité heureuse, elles ont eu faux sur un thème. C'est-à-dire qu'elles étaient dans cette utopie qu'une fois la contraception installée, l'avortement disparaîtrait. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un chiffre à peu près stable du nombre d'avortements annuels en France, autour de 200 000. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, mais les avortements ne se font pas dans des conditions dramatiques, comme il se faisait à l'époque avant la loi Veil, là, parce qu'il y a d'autres méthodes médicales, la pilule de lendemain, enfin un certain nombre de choses. Mais malgré tout, même l'avortement est menacé, parce que de plus en plus de médecins et de services hospitaliers ferment. Voilà. Donc il y a ça aussi. Puis un autre élément. Alors, on a été invité au Mans, c'est au Mans, par le planning familial. Et on est resté un long moment après, on a fait un petit buffet, on a dîné avec eux, ils nous ont raconté plein d'histoires. Et notamment, qui allait les consulter. Alors, à l'époque de ce baby-boom, la pratique contraceptive qui était généralisée, c'était la méthode dite Ogino, dont on dit que c'est celle qui faisait les plus beaux bébés. La méthode Ogino, c'était la méthode de la température. C'est-à-dire que le docteur Ogino, japonais, avait découvert que
la température des femmes bougeotait en fonction de son cycle, hein, pour aller très vite. Donc il fallait que la femme se prenne, avant de se lever, quand vous avez 5 enfants, avant de se lever, prendre la température, je ne sais pas comment on fait, bon, se prenne la température, dessine sa courbe, alors on vendait des petits calendriers originaux, et si elle évitait d'avoir des rapports sexuels pendant la période où d'après la méthode Ogino, elle n'était pas féconde, elle n'aurait pas d'enfant. Eh bien, ça se pratique toujours, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles ont le calendrier sur le... jeunes filles, quand même. Comment ? Des jeunes filles ont le calendrier sur leur smartphone. Et les dames du planning, enfin les dames et les messieurs, d'ailleurs c'est un messieurs qui est à la tête du planning familial au Mans, disent, elles arrivent avec leur smartphone et elles disent, regardez, je suis enceinte, je ne devrais pas l'être parce que le téléphone m'a dit que j'étais pas féconde. Voilà. Donc il y a cette idée de revenir à des méthodes. Alors la méthode Ogino, l'Église, le Vatican, c'était la seule méthode qui était acceptée par le Vatican, tout simplement parce que finalement c'était de l'abstinence pendant une certaine période. Donc la seule méthode de contraception prônée par les autorités ecclésiastiques, je veux dire, faut toujours faire quand même un peu de distinction, c'était ça. Et aujourd'hui, on voit les méthodes naturelles et si vous voulez, alors ça, bon, moi je suis incapable de le penser, mais je pense que ça existe. Veillale, Benjamin, c'est vraiment l'apôtre du BCG, l'apôtre de la vaccination. Et en même temps, il est dans ce courant qu'on appelle, alors on ne peut pas prononcer ce mot-là aujourd'hui à cause du nazisme, mais le courant eugénétique, qui serait moins mais mieux pour les enfants. Et il y a quand même un lien entre les deux. Et les méthodes de contraception naturelle, ça va aussi avec les attaques qui sont faites contre la vaccination et qui a donné, dans le cadre notamment de la rougeole, des choses catastrophiques, quoi. C'est-à-dire une mortalité par la rougeole, notamment aux États-Unis, qui avait disparu avec le vaccin. Les vaccins, ça a été une grande chose. Quand on était petite, on avait des camarades de classe qui avaient eu la polio, hein, et qui avaient la polio éradiquée, disparue. On ne voit plus une polio. La tuberculose, grâce au BCG qui avait disparu, on sait aujourd'hui qu'elle reflambe. Voilà ce qui nous amuse un peu. Si je ne me trompe pas, l'Union soviétique a été le premier pays au monde à légaliser l'avortement, je crois, en 1920. Or, le Parti communiste français était quand même, a toujours été, enfin jusque tard, inféodé aux grands frères soviétiques. Donc, comment se fait-il que la position du Parti communiste français ait été aussi à l'opposé de celle du Parti communiste de l'Union soviétique? Alors, elle n'est pas du tout à l'opposé. Ah bon? Non, vas-y. Comment? Elle n'est pas du tout à l'opposé. C'est-à-dire que dans les années 20, quand le Parti communiste se crée, ils sont pour contraception et avortement. Il y a un tournant en 1937, mais si vous lisez notamment un seul article c'était ma collègue quand j'étais prof de lycée, c'était ma collègue de russe, pour ça que je connais son nom, Françoise Navaille, qui est dans l'histoire des femmes, la grande histoire des femmes, la fameuse grande histoire des femmes, c'est Duby-Perrault, sous la direction de Duby-Perrault. Donc vous lisez dans le dernier tome, qui est celui sur le XXe siècle, le texte écrit par Françoise Navaille, vous voyez très bien que l'Union soviétique fait un tournant dans les années 30. Pour des raisons démographiques, pour l'essentiel, et puis aussi parce que tout le côté un peu libertaire, on peut dire ça comme ça, qui existe avec des dames comme Madeleine Pelletier, enfin un certain nombre de personnages un peu hauts en couleur aussi, c'est quelque chose qui disparaît du Parti communiste. Toutes celles que vous avez décrites dans votre DEA, toutes ces femmes incroyables. Il y a une parenthèse, en fait, voilà. Je vais très vite, mais il y a une parenthèse qui correspond au tout début des années 20, au cours de laquelle le Parti communiste non seulement va dans le sens d'une légalisation de l'avortement, mais
va même jusqu'à diffuser des discours éminemment féministes qui posent la question du partage des tâches et qui mettent en évidence le fait que la femme serait l'exploitée au sein du couple. Ça ne dure pas longtemps dans le Parti communiste, c'est-à-dire que 4-5 ans après, très vite, ces discours-là ont fait comprendre aux militants qu'il faudrait peut-être cesser et qu'il faut revenir à une forme d'orthodoxie qui consiste à dire que la seule lutte qui vaille, c'est la lutte des classes, et qu'on ne va pas poser à l'intérieur de la lutte des classes une lutte spécifique. Et c'est d'ailleurs exactement les mêmes arguments que reprend dans sa grande subtilité Jeannette Vermersch dans son texte de 56, où elle revient sur cette nécessité absolue. Voilà, la seule révolution est sociale, point. Donc, voilà, c'est tout. Pardon. Merci pour vos interventions. J'ai en fait 3 questions. D'abord, est-ce que la loi de 1920 a été finalement abolie? Parce que les lois de 67 et 75 l'ont-elles abolie ou sont-elles des exceptions, enfin, par rapport à la loi de 1920? Deuxième question, le baby-boom a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça semble toujours très étonnant. En pleine guerre, avec des centaines de milliers d'hommes prisonniers, avec les conditions de la guerre. Donc, comment peut-on expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est par la propagande de Pétain? Est-ce que... Donc voilà, enfin, moi, ça m'a toujours semblé mystérieux, donc je vous pose la question. Ensuite, la position du Parti communiste français. Ils sont natalistes, en même temps que Staline est nataliste, hein, ça va avec. Et ils sont natalistes, finalement, très longtemps. Puisque, semble-t-il, c'est au milieu des années 60 que les communistes reviennent là-dessus et, je crois, finissent par voter la loi de 1967. Il y a donc un changement, alors que jusque-là, on peut dire qu'ils étaient alliés avec l'Église catholique dans le refus de la contraception et qu'ils prônaient beaucoup, enfin, l'accouchement sans douleur était leur grand dada, était un soutien, et le soutien à l'accouchement sans douleur allait avec le natalisme du Parti communiste. Mais pourquoi donc, en 65, change-t-il? Je réponds les deux. Alors, pour la première question, la loi Neuwirth est en effet une loi qui abolit la loi de 1920. Elle n'est pas, comme voulaient les premiers militants, que ça soit simplement un article, la loi de 1920 est abolie. C'est pas ça. C'est la loi expose les conditions dans lesquelles on peut faire de la propagande, vendre et donc acheter des produits contraceptifs. Donc, c'est l'abolition de la loi, puisque la loi expose, il y a le carnet à souche, il y a les histoires de personnes mineures, personnes majeures. Donc, une loi qui expose comment légalement peut se faire la contraception. Donc, pour répondre à votre question, oui, la loi de 67 abolit la loi de 1920, mais pas juste comme on pensait le faire, c'est aboli. Non, c'est réglementé. C'est-à-dire que les pouvoirs publics prennent en charge la légalisation, mais aussi la façon dont peut être pratiquée la contraception. C'est-à-dire que c'est pas juste on abolit d'un article une loi qui est répressive, il est interdit d'utiliser et de vendre des contraceptifs. C'est, je dirais, une loi de santé publique
un peu d'ailleurs comme sera la loi Veil, qui est une loi de santé publique. La santé publique fait que l'État doit prendre en charge l'organisation de la contraception. Ça, c'est pour la première question. Alors, la deuxième question, il y a peut-être des gens plus calés que moi, mais pour ce que j'ai lu des démographes, les démographes, parfois, ne savent pas. Donc, il y a une constatation, qui est une constatation à la fois statistique et surtout statistique, d'une augmentation, du début d'une reprise de la natalité à partir de... Alors, les uns disent 41, les autres disent 42, 43. Ça, c'est la constatation. Alors, après, explication, là, c'est plus compliqué. Il y a en effet la politique nataliste de Pétain. Est-ce que ça suffit? On a vu que souvent, ça ne suffisait pas, mais peut-être. Ensuite, il y a appel à l'instinct de vie. Ça vaut ce que ça vaut. Et après, il y a une interrogation. On constate que... Mais il y a peut-être des gens ici qui savent autre chose. Bon. Et la troisième question, je te laisse répondre. Alors, sur le Parti communiste, il y a quand même, du côté de l'Union soviétique, une évolution dans la période qu'on a appelée le dégel, hein, c'est-à-dire après la mort de Staline, 1953, le 20e congrès et le fameux discours de Khrouchtchev au 20e congrès, où il décrit une partie de la criminalité qui a été liée à Staline. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le Parti communiste ne suit plus tous les méandres de la politique soviétique. Il s'aligne sur la politique soviétique en matière de politique étrangère, hein, de soutien, mais pas forcément sur la totalité. Et je pense que le Parti communiste se rend peut-être compte aussi qu'il a payé très cher son incapacité à comprendre les évolutions de la société. Parce que, pour une multitude de raisons, à partir du retour de Gaulle au pouvoir, hein, à partir de 1958, c'est le début de la décroissance du Parti communiste, avec aussi des catastrophes qui sont dues au nouveau type de scrutin. Et en 65, aux élections présidentielles, Mitterrand, qui est candidat, met dans son programme qu'il abolira cette loi. Donc, on a un passage. C'est la loi, c'est le politique. Parce qu'une loi, elle doit être votée par le pouvoir législatif. Mais c'est dans le programme. Donc, il y a peut-être une prise de conscience de tout le monde d'évolution irréversible de la société et de la très grande hypocrisie. Et la loi française a beaucoup été hypocrite, qui fait qu'on pratique la contraception donc de plus en plus grâce au planning familial. Et puis les femmes de la bourgeoisie, comme dirait Jeannette, vont librement en Suisse ou en Angleterre, où on peut se faire prescrire tout ce qu'on veut. On aura rebelote sur l'histoire d'avortement, où des quarantiers ou des charters emmèneront les femmes, notamment en Angleterre, au vu, au sus de tout le monde. Donc où la loi sera contournée. Et c'est ce que dit d'ailleurs Simone Veil dans son discours. Et puis j'oserais, sans prendre position sur la PMA, dire qu'on a exactement la même chose. C'est-à-dire que les femmes qui veulent des enfants, donc je ne parle pas des hommes, parce que là on passe sur un autre type de questions, mais les femmes qui veulent un enfant, de plus en plus nombreuses, on en a dans notre entourage, hein. Donc c'est pas des choses qu'on lit dans les journaux, c'est les enfants ou les petits-enfants de nos amis, si elles veulent un bébé, si elles ont les moyens financiers, elles vont en Belgique ou en Espagne. Mais les moyens financiers, et c'est ça qui nous a frappé aussi pour Ginette Bach. Ginette Bach n'avait pas eu un QI extravagant, hein, elle n'avait pas eu le certificat d'études, elle était quand même aux franges
de la débilité. Hein. C'est ce que disent beaucoup ce que disent les experts. Claude était très vif, gagnant bien sa vie, mais elle était un peu, elle était aux limites. Hein. Il ne faut pas simplement pour ça avoir l'argent, c'est pas que l'argent. Il faut aussi avoir la capacité de penser à une stratégie. Les jeunes femmes qui vont en Belgique ou en Espagne, il faut qu'elles aient la capacité intellectuelle de monter leur projet, pas simplement les sous, parce que c'est peut-être plus facile parfois, pas toujours, de trouver les sous, mais la capacité d'élaborer, d'aller au planning familial après 60 ou d'aller faire un avortement à l'étranger avant que le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, fasse ces avortements, il faut aussi savoir, il faut aussi un certain niveau et pas cette espèce de pauvreté intellectuelle qui était quand même celle de ce couple. Nous, on s'est posé des questions, on s'est demandé, ils étaient dans une totalité communiste, on s'est demandé qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont syndiqués, et la seule façon qu'on avait d'essayer de répondre à cette question, c'était d'aller regarder les listes électorales. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on ne les trouvait pas sur les listes électorales. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas non plus une ouverture, intellectuelle, quoi, une capacité. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre à. Est-ce qu'on a répondu à vos questions comme on peut, hein? Écoutez, tout ça, c'est mystérieux. Non, on n'a pas d'explication, mais même pour le baby-boom d'après la guerre, si vous voulez, ce qui est dit comme ça, et ce que moi j'ai enseigné quand j'étais prof de lycée à quelques générations de lycéens, c'est la vie reprend, hop, pour célébrer la vie, on fait des enfants. Et puis après, vous regardez les époux Bach, et puis vous regardez aussi un peu ailleurs. Par exemple, Simone Veil, elle sort de la guerre, elle a perdu en déportation sa mère. Personne ne lui posera la question de savoir si elle était contente d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant, enfin les deux premiers en tout cas. Alors, il y a un débat que vous pouvez aller regarder qui est fascinant, qu'on a eu la chance de voir parce qu'on a fait on a fait le débat d'après le débat de 1960 à la télévision française. Un débat incroyable. D'abord, il y a Lagroix-Veillalé, qui n'est pas nommée, donc c'est une gynécologue. Et là, vous voyez quand même à sa façon de parler, comment c'est, la façon d'être habillée et tout, c'est vraiment effectivement une grande bourgeoise. Et puis, il y a un médecin suisse qui explique qu'il ne voit pas où est le problème, parce que lui, les femmes, elles viennent, enfin bon, qui explique. Et il y a Alfred Sauvy. Alfred Sauvy, c'était vraiment le grand démographe, très hostile à la contraception, et il disait, les enfants, ils ne sont pas désirés, mais une fois qu'ils sont là, eh bien, on fait avec et on les élève. Ce qui est vrai, c'est les baby-boomers, ils ont même pas désiré, comme on dit, une fois qu'ils étaient là, en général, on les a élevés. Et même Ginette et Claude, ils avaient élevé convenablement les deux premiers. La troisième, ça commençait déjà à être moins top, et puis bon, il y a le drame de la quatrième. Donc, mais la cinquième qui est née en prison, il l'élève très, très bien, pour ce qu'on en sait. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas qu'est-ce qui fait le baby-boom. Qu'est-ce qui fait ces familles nombreuses dont les parents n'ont pas nécessairement eu envie, mais ils ont fait avec, en règle générale. On ne sait pas. La démographie, c'est mystérieux. Ce que je trouve très encourageant, c'est les échecs réguliers de toutes les politiques démographiques. Ça prouve quand même que une femme qui ne veut vraiment pas avoir un enfant, elle est capable de risquer sa vie pour ne pas avoir d'enfant. Et quand on fait les curetages à vif en disant ça leur prendra le goût de ne pas recommencer, eh ben, elle recommence. Donc il y a une espèce de résistance
des femmes aux politiques, soit incitatives, soit même répressives. Je pense par exemple à la politique de l'enfant unique en Chine, à ces questions-là. Oui, c'était pour. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, je crains d'être la seule enfant d'après-guerre. Enfin, Et nous. Donc, oui, je trouve pas que les 30 Glorieuses, c'était si drôle que ça dans les années 50. Enfin, j'étais petite, mais je me souviens quand même des rationnements. Il fallait des années pour avoir une voiture. Je rappelle quand même aux jeunes que jusque dans les années 70, on attendait le téléphone pendant 1 an. Plus d'1 an. Quand j'étais étudiante, les toilettes étaient toujours sur le palier. Il n'y avait pas forcément de douche ni quoi que ce soit. Je pense que le début de la société d'abondance, c'était quand même dans les années 60. Et le tournant, c'est quand même après 75, quoi. Alors, pour ce qui est... moi, je suis issue d'un milieu progressiste, athée, syndicaliste. Et alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais par exemple, sur les positions du Parti communiste, je veux dire, c'est pas automatique. Moi, ce que je sais par ma famille, parce que ma famille était assez militante, c'est que, par exemple, les questions de contraception et d'avortement, moi, j'en entendais parler à la maison. J'étais à une époque où, normalement, jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne savait pas comment naissaient les bébés. Moi, je l'ai su très tôt parce que mes parents étaient évolués. Je sais que ma grand-mère m'a dit « Tu ne le dis à personne à l'école parce qu'on penserait que tu es mal élevé. » Donc, pour vous montrer un peu comment ça se passait. Et je pense aussi qu'il y avait ce poids de l'Église catholique. Alors, je le dis absolument sans... je ne suis pas issue d'une famille anticléricale. On n'était pas anticlérical à la maison, mais il y avait ce poids de l'Église catholique qui était quand même assez prégnant. Et donc, effectivement, moi, je me souviens que mes parents se marraient beaucoup avec les bébés oginaux. Par exemple, on ne disait pas la méthode oginaux, on disait les bébés oginaux. Donc, il y avait comme ça. Alors, en plus... il y avait l'idée que tout ce qui était contraception, avortement et accouchement sans douleur, ça venait de la gauche et des communistes, voire de l'URSS. Et en face, il y avait l'absence de contraception, les bébés comme ça, pas forcément désirés, mais bien accueillis, qui étaient du côté des catholiques. Je pense qu'il y avait quand même un antagonisme qu'on sentait. Alors après, je crois qu'à l'époque, je le vois avec mes parents, on pouvait voter communiste, pas tout le temps, mais quand il le fallait, mais se fiche absolument de la question du Parti communiste sur la contraception. Le problème, c'est que ça a retardé la loi. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, c'est ce qui s'est passé pour... il me semble quand même qu'il y avait des discussions chez les gens. Dans ma génération, 1 femme sur 4 s'est fait avorter. J'ai des copines de mon âge qui sont devenues stériles parce que leur avortement s'était mal passé. Je me souviens que lorsque j'étais en 3e, j'étais dans un milieu un lycée un peu bourgeois. J'étais complètement ahurie parce qu'une copine m'a dit, il y avait 8 enfants chez elle, elle m'a dit, ma mère part en Suisse pour se faire avorter. J'avoue que j'étais assez... je pense qu'elle me l'a dit parce qu'elle savait que j'étais capable de l'entendre. Mais voilà comment ça se passait. Les médecins recommandaient l'abstinence. Quand une femme s'était fait avorter ou même avait une fausse couche naturelle, et qu'elle allait dans un établissement catholique, parce qu'à l'époque, il y avait des religieuses dans les cliniques, on la soupçonnait toujours, même si c'était une vraie fausse couche, de s'être fait avorter. Ça se passait très, très mal pour elle. Les accouchements n'étaient pas jour drôles non plus. Je veux dire, je pense qu'on a quand même drôlement évolué. C'est pour ça que je suis quand même, malgré tout, assez optimiste. Alors, je voulais dire, il y avait des courants de discussion. L'avortement, il allait de soi finalement, la contraception aussi, dans certains milieux. Et c'est pour ça, c'est un peu ce qui s'est passé pour la peine de mort ou pour le mariage pour tous. Mais où on voit bien qu'il y avait quand même des antagonismes et des contradictions assez fortes dans la société, il me semble. Et aujourd'hui encore, quand on voit ce qui se passe pour la PMA, rien n'est jamais si simple. Contrairement à la Belgique, moi, mes cousins belges ne comprennent absolument pas ce qui se passe en France à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Bon, c'est tout. Bon. C'est bien d'être optimiste. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est mieux. La vie est beaucoup plus facile qu'elle ne l'a été. L'après-guerre, les années d'après-guerre, ça n'a pas été rigolo. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. À l'heure actuelle,
À l'heure actuelle, je sais bien qu'on critique les services sociaux, tout ça, mais enfin, une femme qui perd les pédales parce qu'elle a trop d'enfants, ça arrive encore aujourd'hui. Des femmes qui sont isolées ou leur mari s'en va, etc., elles ont des enfants. Normalement, il y a quand même quelques services sociaux qui viennent les aider. Enfin, là aussi, je suis peut-être trop optimiste, mais ça peut arriver. Alors qu'à l'époque, c'était la culpabilisation des femmes, elles ne se débrouillent pas, etc., etc. Je crois que ni l'une ni l'autre, on est nostalgique des années de la fin des années 40 et des années 50. On va peut-être prendre seulement une dernière question, parce que non, ou plus du tout, parce qu'il faut qu'on libère la... Voilà. Merci beaucoup.